Rebonjour, donc nous sommes toujours le dimanche 13 février 2022. Je continue la lecture euh, du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand. Alors je suis arrivé à la fin de ce petit paragraphe qu'il consacre à Hegel. Donc je vais continuer la lecture. La vidéo précédente, donc la numéro 16, était déjà consacrée à Hegel, enfin à la lecture d'Hegel et à mes digressions à ce sujet. Parce qu'en fait, c'est juste un prétexte à pouvoir préciser ma pensée sur les événements actuels, mais essentiellement sur la philosophie que je développe sur le site lamécaniqueuniverselle.net et où j'essaie de démontrer bien maladroitement que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est euh, l'unité universelle, l'unité de l'humanité, la paix universelle. Voilà, donc je reprends ma lecture. Alors, il conquit ses grades universitaires à Tübingen en 1793. Donc il s'agit bien de Hegel, c'est un petit peu son histoire et un peu sa pensée en même temps, relatée par Will Durant. Donc il conquit ses grades universitaires à Tübingen en 1793. On lui délivra un diplôme constatant qu'il était bien doué, de bonne réputation, bien instruit en théologie et en philologie, mais sans aptitude philosophique. Eh bien, il était alors sans ressources et dut gagner sa vie comme précepteur à Berne et à Francfort. Ce furent ces années de chrysalide. Tandis que l'Europe se déchirait en morceaux nationalistes, tiens, ça c'est intéressant, Hegel se concentra en lui-même et se développa. Et bien c'est bien, il a en fait, les déchirements nationalistes l'ont conduit à rentrer en lui et à travailler voilà, sans s'occuper trop de l'extérieur, sans être impacté par l'extérieur. Et c'est malheureusement ce qu'on est un peu obligé de faire là dans cette période préélectorale et puis en fait cette période qui dure depuis 3 décennies, cette période de néolibéralisme qui laisse se survolter le racisme, la xénophobie, les antagonismes, la radicalité qui se développe, etc. Et on est obligé de regarder ça, voilà, comme des spectateurs désabusés et tristes. Ça rend vraiment triste en fait, parce que on a l'impression que les choses se dégradent et qu'on ne peut rien y faire, que les plus violents l'emportent de plus en plus, font taire les plus doux, les écartent de la scène médiatique. Et en fait, que ces violents mettent une ambiance de violence dans l'humanité et où les fragiles sont de plus en plus déprimés, maltraités et rentrent dans une sorte de mutisme et de souffrance intime à regarder cette dérive, cette évolution vers les grandes gueules, quoi. Les doux sont écartés et les plus fragiles souffrent de plus en plus. Voilà exactement ce que ces nouveaux médias nous proposent sous prétexte de liberté d'expression. C'est l'inverse de la liberté d'expression, ce qu'ils font en fait.
Voilà, je continue. Donc Hegel se concentra en lui-même et se développa. Puis, 1799, son père vint à mourir et Hegel, héritier de quelques 3000 florins, se trouva riche et abandonna l'enseignement. Il écrivit à son ami Schelling pour lui demander conseil sur l'endroit où il pourrait se fixer, n'ayant besoin que d'une nourriture simple, de beaucoup de livres et de bonne bière. Oh, ben voilà, c'est ce que je vais demander à mes amis, à mon ami Raymond. Ah, voilà, c'est ce que je vais demander. S'il connaît un endroit où me fixer, parce que je n'ai besoin que d'une nourriture très simple, de beaucoup de livres, enfin d'un ordinateur maintenant, et de bonne bière. Voilà. Donc, eh ben voilà, c'est une bonne chose. Je suis un peu sur cette même recherche. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, je continue. Schelling lui recommanda Iéna. Ah, Iéna, tiens. Ville universitaire sous le gouvernement du duc de Weimar, où Schiller enseignait l'histoire. Ah, il lui demande de se rapprocher. D'ailleurs, c'est ce que mes amis feraient en réalité. Tieck, Novalis et les Schlegel y prêchaient le romantisme. Fichte et Schelling y exposaient leur système philosophique. Hegel y arriva en 1801 et en 1803 devint professeur à l'université. Bon, il ne chante pas en fait, hein, il va vite notre petit Hegel. Et je comprends que, oui, s'il était avec Schelling, bon là il y avait quand même une sacrée équipe, la Fichte, Schelling, Hegel, oulala, Novalis, Schiller. Bon, je comprends que le niveau de créativité était intense et haut. Alors maintenant, on n'a plus besoin de se rencontrer comme ça parce que on a accès à tout un tas de choses à travers Internet et c'est une bénédiction parce qu'à l'époque, voilà, il fallait qu'ils vivent en communauté de pensée, qu'ils vivent dans une sorte de famille intellectuelle et pour pouvoir échanger. Maintenant, en fait, voilà, on peut prendre même que la substance, la crête des choses des philosophes actuels, celui qui a besoin de savoir ce qui se fait dans la culture actuelle, ce qui est le prédominant, voilà, il peut tout savoir. Un peintre n'a plus besoin d'être dans un mouvement, d'appartenir à un mouvement comme ça se passait à l'époque, voilà, de Picasso ou des impressionnistes, etc., ou des cubistes. Et bon, voilà, d'être ensemble, de pouvoir parler, etc. Tout ça, on peut, évidemment, c'est mieux, voilà, c'est une bonne chose. Mais, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas un universitaire, je ne pourrais pas être dans un groupe des philosophes contemporains, même si actuellement peut-être qu'il y a des endroits où la philosophie se fait, des universités ou des villes, c'est peut-être Paris, c'est peut-être New York, c'est peut-être, je ne sais pas, où se fait la philosophie contemporaine. Mais en fait, pour des gens comme moi qui sont excentrés, il n'y aurait pas vraiment la possibilité de rentrer par moi-même d'ailleurs, peut-être par timidité, par manque de confiance. Ou voilà. En tout cas, c'est ce manque-là, maintenant, est de moins en moins impactant. Parce que si je voulais me tenir au courant de tout ce qui se dit en philosophie, je pourrais le faire. Il se trouve que je ne le fais pas réellement, parce que j'essaie de peaufiner cette théorie
téléologique, mais je pourrais le faire. Donc il devint professeur en 1803. Il y était encore en 1806 quand la victoire de Napoléon sur les Prussiens jeta le désarroi et la terreur dans la petite ville universitaire. Des soldats français envahirent la maison de Hegel et celui-ci s'enfuit comme un philosophe, emportant avec lui le manuscrit de son premier ouvrage important, La phénoménologie de l'esprit. Voilà, il n'a pas pris la petite caisse où il y avait des florins en or, peut-être, je ne sais pas, il a peut-être oublié ça, bon, ça n'occupe pas trop de place, mais en tout cas, ce qu'il a pris, le plus important, c'est la phénoménologie de l'esprit, qui fait que, voilà, ça tient à peu de choses, hein, parce qu'il aurait pu être, voilà, être tué, par exemple, dans cette arrivée de l'armée napoléonienne, et son ouvrage détruit, son manuscrit détruit, et bon, voilà, les choses sont assez curieuses. Mais je crois que ce que l'humanité a besoin, elle s'organise pour le préserver. Il n'y a pas de... Il y a quelque chose de plus fort. Voilà, pour moi, de toute manière, il y a un dessein voilà, divin, il y a un système divin au-dessus de tout ça. C'est mon point de vue. C'est ce que j'essaie de défendre sur la mécanique universelle. Donc je reprends. Il se trouva pendant quelque temps tellement à bout de ressources que Goethe pria Knebel de lui prêter un peu d'argent pour lui permettre d'atteindre des jours meilleurs. Et bien voilà, la solidarité. Si j'étais dans ce cas-là, je sais que mes amis le feraient. Et je suis un peu bête de ne pas le faire d'ailleurs. Non, Alors, Hegel écrivit à Knebel sur un ton plutôt amer. J'ai pris pour boussole cette parole biblique dont j'ai éprouvé la vérité à mes dépens. Cherchez d'abord la nourriture et le vêtement, et le royaume des cieux vous sera donné par surcroît. Donc il lui manquait quand même quelque chose. Il édita pendant quelque temps un journal à Bamberg. Puis, en 1812, il devint directeur du gymnase à Nuremberg. C'est là probablement que les sévères obligations du travail administratif apaisèrent ses ardeurs romantiques et firent de lui, comme de Napoléon et de Goethe, un vestige classique dans un siècle romantique. Ah, d'accord. Et c'est là qu'il écrivit sa Logique, 1812-1816, qui captiva toute l'Allemagne par son inintelligibilité et lui valut la chaire de philosophie à Heidelberg. Bon, comme c'était inintelligible, on a fait de lui un professeur. Ça me rappelle un petit peu j'ai suivi quelques cours au tout début de la mécanique universelle à la fac de Nice. Et j'ai écouté, il y a eu des sortes de colloques, une ou deux fois, je les ai écoutés, et je me suis rendu compte dans ces colloques, il y avait donc des étudiants, ils donnent la parole, voilà, il y a une sorte de transmission, comme ça ils permettent aux étudiants de prendre la parole en public, etc. Il y a une vraie transmission des choses, c'est vraiment super, je trouve que voilà, l'éducation, le système d'éducation dans les facultés, c'est une pure merveille. J'ai vu quelque chose, bon voilà, moi qui n'avais même pas le certificat d'études, j'ai admiré d'abord les profs de philo, la connaissance qu'ils ont, l'intelligence, la pertinence, la façon, la pédagogie, et surtout les jeunes que je voyais qui arrivaient, c'était donc il y a une vingtaine d'années environ, un peu moins, les jeunes arrivaient sans ego, ils sortaient, c'était des universitaires extraordinaires pour être prof de philo en fac, je pense qu'il faut un bagage terrible, donc ils maîtrisaient vraiment leur sujet, leur façon, et il n'y avait pas l'ego qu'on retrouvait chez certains vieux profs
qui étaient des sortes de sommités, voilà, où on sentait cet ego-là. C'est une remarque que j'ai faite. Et donc, quand il donnait la parole dans ses colloques, je me souviens d'un colloque sur lié à la science aussi, et il y avait un scientifique, et il y avait donc des jeunes, des jeunes étudiants en philosophie, et je ne comprenais pas un beignet de ce qu'ils disaient, parce que ils cherchaient tellement à être dans les termes de la philosophie que pour moi c'était pas possible de comprendre vraiment, alors que je comprenais bien les profs, les cours, etc. sur lesquels que je suivais, et des cours de phénoménologie par exemple qui étaient assez compliqués, mais les profs avaient une pédagogie vraiment intense, et ces élèves-là qui prenaient la parole, c'était pour moi c'était très très compliqué. Et j'ai remarqué à ce sujet que les scientifiques étaient beaucoup plus philosophes parfois, ce que j'ai écouté là, que les philosophes. Ils étaient plus... il y avait plus d'humanisme dans leur façon de traiter les choses. Ça a été une remarque que je me suis faite à l'époque. Bon voilà, c'est juste un point de vue comme ça, hein, parce que rien n'est sûr que ça soit une généralité. C'est ce que j'ai constaté sur 2 ou 3 colloques que j'ai suivis. Donc je continue ma lecture. Dans cette ville, il écrivit sa grande encyclopédie des sciences philosophiques. Donc j'ai rien lu d'ailleurs de lui, et ce que je suis en train de lire, je le découvre avec lui. Grâce à laquelle il fut promu en 1818 à l'université de Berlin. Depuis lors, jusqu'à la fin de sa vie, il fut le chef incontesté du monde philosophique, comme Goethe fut celui du monde littéraire et Beethoven celui de la musique. Alors c'est curieux parce que bon voilà, pour revenir à ce et c'est pour ça que je parle de digression, d'utiliser cette lecture pour des digressions qui n'ont bien souvent rien à voir avec ce que je suis en train de lire, ou avec Hegel, avec Emmanuel Kant, etc. L'idéalisme allemand. Mais voilà, le fait qu'il ait écrit, et c'est vraiment intéressant parce que l'inintelligibilité de son œuvre, la logique, lui valut la chaire de philosophie à Heidelberg, un autre livre, etc. Donc il y a quelque chose qui fait que le système reconnaît les siens, mais passe à côté de ceux qui ne sont pas dans le système. Et ça, c'est typique. Hein. Pour moi, c'est encore beaucoup plus important dans un pays comme la France, et à cette période de népotisme, où les élites forment une sorte de clan. C'est devenu, on est rentré dans une sorte de clanicité importante, d'où on ne peut pas vraiment pénétrer. Alors, évidemment, je ne fais rien pour rentrer dans un système comme ça, mais je pense qu'une grande partie des intuitifs, des passionnés, hein, des gens comme par exemple, voilà, dans la science, les scientifiques n'ont pas peur, par exemple, de s'appuyer sur les particuliers qui regardent les étoiles, etc., avec des télescopes, et pour les inclure dans leur travail. Et malheureusement, on ne le retrouve pas suffisamment, parce que les autodidactes
les intuitifs, etc., qui rentrent qui sont dans une sorte. Moi, j'ai été happé par une sorte de passion qui m'a entraîné là-dedans et j'y suis immergé du matin au soir depuis 20 ans maintenant dans cette aventure philosophique. Et en fait, même s'il y a 13 millions de personnes qui sont passées sur le site, sur la mécanique universelle, et même si 1% seulement ont téléchargé l'entier du livre de ce que j'ai écrit, des 700 ou 800 pages, je ne sais pas combien il y a de pages sur ce site, et qu'ils ont compris un peu ce que le sens de mon travail, et c'est énorme déjà, ça représente des dizaines de milliers de personnes. Quand à l'époque de Hegel ou de Nietzsche, il tirait péniblement à 200, 300, 500 exemplaires. C'était très peu. Et c'est le temps qui les a donnés, qui a rectifié cette injustice et a mis leur travail à la portée de millions et de millions de personnes qui ont lu Hegel depuis que Hegel est mort, et qui ont lu Nietzsche depuis que Nietzsche est mort. Donc, le temps a rectifié cette chose-là, mais je trouve que c'est dommage de ne pas se priver. Moi, j'ai besoin d'être isolé, de ne pas avoir de pression, de travailler comme je travaille. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont juste des intuitifs, qui apporteraient quelque chose et qui ont peut-être découvert des choses importantes. Je pense que la mécanique universelle, par exemple, sans aucun orgueil, je pense qu'elle est importante pour l'histoire de la philosophie et qu'elle sera reprise dans quelques décennies, qu'elle aura une place, qu'on lui aura fait une place, peut-être une fois que je serai plus de ce monde, mais que ce travail aura une place. Et curieusement, il est évident que certains de ces gens des universités sont passés sur la mécanique, ont lu des choses, etc. Donc il y a quelque chose quand même qui est assez incroyable dans ce temps, qui me semble préjudiciable à la force qui pourrait y avoir en mélangeant les intuitifs et les universitaires. Si par exemple au CNRS, les chercheurs dans n'importe quel domaine passaient une annonce, vous êtes passionné par tel domaine, vous avez des choses à dire, venez, on vous prend avec nous. Et que dans ce groupe, par exemple, un groupe de chercheurs, je ne sais pas, en philosophie, je ne sais pas, dans n'importe quel type de recherche fait par le CNRS, s'ils travaillaient avec les intuitifs, je pense que la France gagnerait à cela. Il y aurait une énergie créatrice beaucoup plus intense. Et si en plus les sciences étaient beaucoup plus fédérées ensemble, travaillées avec plus d'intensité ensemble, parce que par exemple la philosophie avec la physique, etc., ou avec la théologie, ou avec tout ça, ça serait important de travailler de concert dans ces choses-là. On perd beaucoup d'énergie, beaucoup d'efficacité pour un monde qui se dit efficace, qui cherche l'efficacité. Le néolibéralisme, il prêche depuis 30 ans que sa quête, c'est l'efficacité. Il fait travailler les gens de façon complètement indécente pour l'efficacité. Il réduit le personnel pour soi-disant l'efficacité. En fait, il est parfaitement inefficace. Le néolibéralisme est totalement inefficace par rapport aux 30 glorieuses où justement il y avait un système beaucoup plus homogène, beaucoup plus fédéré, beaucoup plus bienveillant, etc.
c'est pas pour rien que la créativité à cette époque-là, elle était énorme. Voilà, les inventions, et c'était pourtant un système plus ou moins étatique, sous De Gaulle, sous Pompidou, etc. Et c'est là où le TGV, le Concorde, etc., voilà, un tas de choses étaient... il y avait une énergie créatrice formidable, parce que les gens étaient heureux de travailler. Donc l'efficacité néolibérale est une contre-efficacité. Quand on fera l'analyse de ce qui a été créé pendant les 30 glorieuses et ce qui est créé depuis 30 ans, là, ben voilà simplement sur la France, qu'est-ce qui a été fait par un chef d'État au niveau d'un musée, quelque chose, une université, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à l'époque de Gaulle? La dernière chose qui a été créée, c'était dans les années 80, juste avant que le néolibéralisme commence à imposer son truc. C'est là où il y a eu la bibliothèque Mitterrand, la pyramide du Louvre, quelque chose comme ça. Et après, donc, le musée des arts premiers avec... et depuis, il n'y a rien, quoi. C'est pas quelque chose... C'est pas intense par rapport à cette époque-là. Alors qu'il y a plus d'argent, plus de moyens, etc., etc. Donc il y a un problème entre cette mauvaise efficacité qui veut faire du taylorisme, du fordisme, là. Et donc c'est vraiment inefficace dans le monde actuel. Voilà. Donc, dans cette ville d'âme, il a écrit depuis lors, jusqu'à la fin de sa vie, il fut le chef incontesté du monde philosophique. C'est incroyable. Comme Goethe fut celui du monde littéraire et Beethoven celui de la musique. Ben là, il y avait du lourd là, à l'époque en Allemagne. Son anniversaire de naissance tombait le lendemain de celui de Goethe. Et l'Allemagne, avec fierté, fit chaque année une double fête de ses anniversaires. C'est quand même incroyable. Ça, voilà. C'est bien, c'était l'époque où l'intelligence prédominait. C'était l'époque où l'Allemagne n'avait pas peur, au contraire, à aimer sa part sensible, la sensibilité qui était en elle, la communauté juive, par exemple. Voilà, c'était le moment où elle était inclusive, où elle était accueillante, où elle était bienveillante. Et là, la créativité était immense. Et voilà ce qu'a fait l'inverse, le nationalisme extrême droitier. Voilà ce que fait ce genre de choses. Il faut y penser et se méfier de tout ça. Donc, un Français demanda un jour à Hegel de résumer sa philosophie en une seule phrase. Il n'y réussit pas aussi bien que ce moine auquel on demandait de définir le christianisme tout en se tenant sur un pied et qui répondit simplement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Hegel préféra répondre en 10 volumes, et quand ils furent écrits et publiés, et que tout le monde en parlait, il se plaignit en disant « Il n'y a qu'un seul homme qui me comprenne, et encore, il ne me comprend pas ». Ça, c'est génial. Oh ben ça, je vais peut-être le mettre dans ma bio métaphorique. Oui. Bon, il y a une femme peut-être qui me comprend. Les hommes, je ne sais pas si c'est possible pour eux. Parce qu'il y a une grande part de ma part féminine qui a écrit la mécanique universelle quand même. Voilà. La plupart de ses ouvrages, alors donc, mais c'est énorme le travail qu'il a fait en mourant, je ne sais pas à quel âge, 40 ans, c'est hallucinant, quoi. C'est formidable, hein, c'était impératif. La plupart de ses ouvrages, comme ceux d'Aristote, sont une compilation des notes préparées pour ses cours. Ah, voilà pourquoi.
ou prise par les étudiants qui le suivaient. Ah mais voilà, alors c'est pour ça qu'il y a des heures et des heures et des heures de philosophie, de vidéos que j'ai fait depuis ces 20 ans là. Et donc peut-être que lorsqu'elles seront compilées et transcrites par écrit, et bien sûr améliorées, parce que vous aurez compris, si vous êtes arrivé jusqu'à là, à quel point j'ai des difficultés à m'exprimer, à quel point l'hémisphère qui est chargé de l'oralité, de la parole, est complètement atrophié, a été complètement maltraité en fait. Je pense que c'est le résultat de mon enfance. Et ensuite, après, je pense que les excès ont joué. Mais en tout cas, je pense que la violence subie bloque la partie du cerveau qui est juste sur le front, le cortex, et donc rend difficile l'expression orale. Mais je persiste, je continue à travailler, à essayer de m'exprimer. Et bon, peut-être qu'en compilant, ça va faire une œuvre un peu plus consistante que ce que je fais et que je reste un peu sur ces acquis-là, sur la mécanique universelle. Donc je continue. Seule la logique et la phénoménologie sont de sa main, et ce sont des chefs-d'œuvre d'obscurité, d'une obscurité renforcée par la concision et l'abstraction du style, par une terminologie d'une originalité bizarre, et par la précaution que prend l'auteur de modifier toute affirmation par une abondance gothique de clauses limitatives. Bon, et je pense qu'il a énervé un paquet de gens comme Will Durant, qui est un passeur de philosophie extraordinaire, un simplificateur génial, ce Will Durant. Voilà, ces vulgarisateurs extraordinaires comme on en rencontre à la télévision depuis, qui passent là et qui font aimer la philosophie, qui font aimer la science, qui sont limpides, gentils, doux, bienveillants, et voilà, et Will Durant était un homme comme ça. Et donc, mais il devait être révolté par le fait de rien comprendre à Hegel, alors qu'il a écrit énormément sur Schopenhauer, sur Nietzsche, sur Platon, sur tous ces philosophes-là. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il est devenu une énigme, la puissance de pensée de Hegel, et c'est pour ça que je vais m'y attaquer, je pense. Si Dieu veut, je vais vraiment m'attaquer à la phénoménologie de l'esprit, et à l'autre, c'est quoi? C'est la logique, c'est ça? La logique, à ces deux lignes obscures, pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà. Hegel présentait son œuvre comme un essai pour apprendre à la philosophie à s'exprimer en allemand. Il réussit pleinement. La logique est une analyse, non des méthodes du raisonnement, mais des concepts employés dans le raisonnement. Ces concepts, Hegel les identifie avec les catégories désignées par Kant. Être, qualité, quantité, relation, etc. Le premier travail de la philosophie est de disséquer ces notions fondamentales qui se font assaut dans notre pensée. La plus pénétrante de toutes est celle de la relation. Toute idée forme un groupe de relations. Nous ne pouvons avoir l'idée de quoi que ce soit sauf par relation ou rapport à autre chose. D'accord, je pense que voilà, c'est juste, et c'est pour ça que ça ne m'a jamais tellement intéressé de rentrer à fond dans Hegel. Je me suis intéressé juste à la dernière partie de
de la phénoménologie de l'esprit, à la partie quand l'esprit arrive à son état de perfection. Et donc on rejoint mon travail sur la mécanique universelle. C'est ça qui m'intéresse avant tout. Le reste, voilà, oui, c'est très intéressant, mais c'est un peu ce qu'on peut retrouver chez Husserl, voilà, ou chez Kant, essayer de décortiquer comment l'esprit forme les choses, comment il perçoit les choses, etc. Pour essayer de trouver des clés à ces choses. Mais ça m'intéresse, mais c'est secondaire pour moi. Voilà, pour mon travail est axé sur la finalité de l'humanité. C'est ça qui m'intéresse, c'est le chemin de l'humanité et sa finalité. Et donc, voilà, je pense que si je me mets à lire comme je suis en train de faire avec Will Durant, l'œuvre de Hegel, je resterai sur son dernier chapitre. Une idée sans relation d'aucune sorte est vide. C'est tout ce que l'on veut dire par cette expression. L'être pur et le néant sont identiques. L'être absolument sans relation ni qualité n'existe pas et ne signifie absolument rien. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, il y aura du boulot à exprimer quand même. Parce que je pense que l'être absolument sans relation ni qualité, pour moi, c'est la partie immatérielle du quarks qui constitue l'univers. Et cette partie immatérielle, pour nous immatérielle, est quelque chose, c'est ce qui a créé l'univers, c'est ce qui a mis en route cet univers, c'est ce qui est avant le mur de Planck, avant le Big Bang, avant ce qu'on, peu importe ce que la science en dit aujourd'hui. Donc c'est le divin, c'est un principe divin. Alors peut-être que c'est rien, peut-être que c'est le vide, mais c'est quoi qu'il arrive un vide palpitant de quelque chose, de capacité à créer cet univers. Voilà mon point de vue. Donc, l'être avec relation, l'être absolument sans relation ni qualité, c'est Dieu. L'être, par exemple, dans l'humanité ou dans la création, c'est Dieu c'est le principe divin qui anime les choses et donc qui montre la réalité, qui forme la réalité. Mais l'homme, lorsqu'il est dans le vide absolu, lorsqu'il est en état d'éveil absolu, en contemplation, avec un cerveau absolument vide, il est au contact de cet être pur. Et donc, il n'est pas rien. Il est l'extatique, il est le nirvanien, il est le béat, il est celui qui a atteint le summum le plus haut degré de l'esprit. Mais par contre, pour tout ce qui est de la vie, de la réalité telle qu'on l'aperçoit, effectivement, c'est les choses en relation qui donnent du sens aux choses. Cette proposition inspira toute une série de bons mots qui ne fait que se multiplier et elle apparut tout de suite comme un obstacle à l'étude de la pensée hegelienne. Alors en principe, je devrais m'arrêter là parce que c'est un peu long là, déjà 39 minutes. Voilà, pour ces vidéos, elles sont déjà très très longues et je ne sais pas comment faire autrement. Donc je suis désolé pour ceux qui vont jusqu'au bout, mais c'est un peu comme ça. Merci et à la prochaine.